suis très heureux d'être ici. Très heureux aussi d'avoir pu participer à l'élaboration de ce moyen d'enseignement qui, si j'ai bien compris, fait partie d'une politique beaucoup plus générale qui vise à développer des moyens d'enseignement portant sur l'ensemble de l'enseignement préscolaire et élémentaire. Et j'ai pu apprécier, évidemment, je fais référence à ce que j'ai vu ce matin, j'ai pu constater combien votre ministre avait lancé une opération prestigieuse visant à développer des moyens d'enseignement à la fois novateurs et en même temps appuyés sur les connaissances scientifiques. Et donc je vais simplement reprendre un certain nombre de points en essayant de situer le statut de ces moyens d'enseignement essentiellement pour les tout débuts de l'apprentissage de l'écrit. Et je l'ai fait en partant d'un certain nombre de questions qui me paraissent s'articuler autour de dimensions fondamentales. Alors, si vous voulez, d'abord, ce n'est pas vraiment la lecture seulement, c'est l'ensemble de l'écrit qui est concerné, et vous verrez pourquoi j'insiste sur ce point. Aujourd'hui, notre culture, c'est une culture où la lecture joue un rôle très important, mais la production d'écrit aussi, au moins autant. Vous le savez, qui utilisez chaque jour probablement vos ordinateurs pour envoyer des messages, recevoir des messages, répondre à des messages. La production d'écrit, dont on a pensé dans les années 1960 qu'elle allait disparaître au profit des images, ceux qui ont suivi savent qu'il y a eu les thèses de McLuhan qui défendaient ce point de vue. En fait, l'écrit n'a pas disparu, bien au contraire, il a fait un retour très remarqué et la pandémie n'a pu que confirmer ceci. Donc, l'écrit, et non pas la lecture, est le point du travail qui a été réalisé et qui sera ensuite réalisé. Cet écrit, j'insiste sur le fait qu'il a plusieurs aspects et notamment qu'on doit l'inscrire dans la perspective d'une activité de communication. D'ailleurs, quand vous utilisez Internet, vous recevez des messages, vous les lisez et vous répondez et donc vous produisez de l'écrit. L'essence de l'écrit, c'est qu'il est une sorte de prolongement sophistiqué de l'oral. Il s'inscrit dans une activité de communication. Et je vais revenir sur ce point. Le problème de son apprentissage, c'est que les conditions d'utilisation pour les enfants sont extrêmement différentes et que ça, il faudrait trouver le moyen de les y sensibiliser. Ma deuxième dimension, c'est que l'écrit est un apprentissage. Si vous voulez, l'oral aussi est un apprentissage, mais c'est un apprentissage qui est biologiquement préparé et qui s'effectue essentiellement dans le cadre d'interactions. N'importe quel enfant, de n'importe quelle culture, environné de n'importe quel langage, apprend à parler, à répondre, à initier des messages, simplement au gré des interactions. Et d'ailleurs, quand on le prive de ces interactions, il n'apprend pas. Il s'agit donc d'un apprentissage en situation. Or, sauf exception, et nous n'en connaissons, en tout cas personnellement je n'en connais aucune, personne n'apprend à lire tout seul. La lecture, l'écriture sont des apprentissages qui nécessitent une instruction explicite. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps l'oral n'a pas besoin d'une instruction explicite. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que l'essence du langage oral, biologiquement déterminé, facilite terriblement cet apprentissage par les interactions. Pour l'écrit, l'interaction ne suffit pas, même si on peut concevoir qu'elle soit nécessaire. En tout cas, c'est un apprentissage. Le fait que l'écrit soit un apprentissage implique qu'il est régi par les mêmes lois que tous les apprentissages, celui du piano, celui de la course à pied. Peut-être ça vous choque, mais on a des gens, notamment Erickson,
pas très connu, mais un spécialiste suédois qui a étudié des apprentissages aussi différents que la lecture, que la natation, que la course à pied, et les mêmes lois de l'apprentissage s'appliquent. Le fait que ce soit un apprentissage implique que ça demande du temps, de la répétition, et donc il ne faut pas perdre de vue ce point. Un apprentissage de l'écrit nécessite du temps, des répétitions, des efforts de consolidation, j'y reviendrai. L'écrit, ça n'est pas quelque chose de simple et d'homogène. L'écrit, que ce soit en lecture ou que ce soit en production, mobilise des composantes très différentes, je vais y revenir aussi, complémentaires, et qui ont ceci de particulier qu'elles donnent lieu à des différences interindividuelles extrêmement fortes. Et qui plus est, ces différences sont aussi des différences de rythme d'apprentissage, ce qui a pour implication que lorsque vous enseignez l'écrit ou lorsque les enfants apprennent l'écrit, les rythmes de ces apprentissages varient en fonction des dimensions. Ce qui évidemment ne facilite pas la tâche des pédagogues et requiert toute leur attention et toute leur ingéniosité pour arriver à y faire face. Je reviendrai sur cette question. Enfin, il est important pour nous tous aujourd'hui de bien comprendre que l'apprentissage de l'écrit, c'est un apprentissage qui s'inscrit dans une dynamique qui commence par la dynamique de l'apprentissage du langage oral, à 2 ans, 18 mois, et qui va s'étendre tout au long de la vie. Cette dynamique, elle fait apparaître une période bien particulière, la période de l'apprentissage du code écrit, qui est une dimension et seulement une dimension, mais évidemment nécessaire, et c'est une sorte de parenthèse au cours de laquelle la focalisation de l'attention des maîtres et des élèves va se porter sur l'apprentissage de la relation entre code oral, biologiquement déterminé, spontanément appris pour la plupart, et le code écrit, enseigné de manière explicite. Voilà, ces 4 dimensions, je vais les reprendre et les mettre en perspective par rapport aux questions qui nous intéressent aujourd'hui. D'abord, quelques mots des caractéristiques de l'écrit pour insister sur 2 points. Sur certains de ces points, je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps. L'écrit, ça n'est pas l'oral. Le lexique est plus sophistiqué, plus rare. La syntaxe est également plus sophistiquée. Et il faut du temps, comme je l'ai dit. Mais il y a 2 points qui sont très importants et qui mériteraient probablement un peu plus d'attention de notre part à tous. Premièrement, les conditions de production sont très différentes dans la vie courante, qui est celle de l'apprentissage de l'oral, auquel l'enfant a été confronté. Dans la vie courante, on sait immédiatement avoir le visage de l'interlocuteur, les gestes de l'interlocuteur, son attitude, sa reprise. On sait immédiatement s'il est d'accord avec le contenu, avec la forme, s'il pense que quelque chose ne va pas. Autrement dit, l'interaction est immédiate. Rien de tel ne se passe à l'écrit. C'est un apprentissage très particulier. Pour un enfant, il faut non seulement découvrir, comme je le dirai tout à l'heure, le principe alphabétique, il faut aussi découvrir qu'on n'a pas de réaction immédiate à propos de ce que l'on fait, qu'on n'a pas d'évaluation de la qualité de ce qu'on a dit, de ce qu'on a écrit, pardon, et même des mécanismes qui permettent la compréhension. Pour nous, quand on voit quelqu'un lire, on sait que derrière l'activité de parcours des yeux ou éventuellement des mouvements des lèvres, il y a une activité interne qui est la compréhension. Mais pourquoi voulez-vous que l'enfant devine et comment voulez-vous qu'il devine ce genre de choses? En d'autres termes, il y a un apprentissage nécessaire de la pragmatique de l'écrit et on oublie souvent à tel point que je m'interroge sur le fait qu'on essaie de trouver des sortes d'activités intermédiaires entre les interactions de l'oral et l'absence d'interaction quasi totale à l'écrit, même avec Internet, même avec les techniques dont on dispose aujourd'hui,
Et par exemple, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'essayer de faire pratiquer aux enfants des activités par le téléphone qui font que l'interaction ne peut pas être exactement la même, faire construire des maquettes, faire réaliser des dessins. Voilà, simplement pour assurer une sorte de transition pour les enfants qui pourraient être les plus en difficulté. Le deuxième point concernant ces caractéristiques très différentes de l'écrit, c'est qu'à l'oral, quand on emploie un mot, c'est parce que ce mot est nécessaire pour traduire une intention. Quand on lit un mot, c'est parce que ce mot est nécessaire pour comprendre le sens de ce qui est écrit. Quand on commence à enseigner le code écrit, les mots, les phrases, les textes deviennent des objets d'attention. On les extrait en quelque sorte du contexte de leur sens et on en fait des objets qu'on va regarder pour les manipuler. Par exemple, on va les segmenter en syllabes. On va regarder quel est le début, quelle est la fin. Et peu à peu, on va en arriver à ce qu'on appellera tout à l'heure les relations phonème-graphème, les relations lettres-son si vous préférez, qui sont une façon de traiter le langage qui est totalement étrangère à la façon dont on le traite dans les communications orales. Voilà, ça ce sont deux points absolument fondamentaux et pour les enfants et pour certains, notamment les enfants issus des milieux les plus défavorisés, le fait de traiter le langage comme un objet est une activité difficile à percevoir, à concevoir et à appliquer. Alors, si vous voulez bien, je vais maintenant reprendre un premier point de ce que je vous ai dit, c'est le fait que l'écrit est une activité extrêmement complexe qui mobilise toute une série de dimensions différentes. Je ne prétends pas à l'exhaustivité, mais ces composantes, vous voyez s'afficher celles qu'on peut considérer comme les principales. En général, on parle et on écrit à propos de quelque chose, donc il y a forcément une dimension conceptuelle, et vous savez comme moi qu'on n'écrit pas très bien à propos de choses qu'on ne connaît pas, et qu'on comprend mal un texte qui évoque des entités, des situations, des concepts à propos desquels on n'a que très peu de connaissances. Autrement dit, c'est une dimension importante, elle est particulièrement importante avec des enfants qui présentent des difficultés de traitement du code. Elle est particulièrement importante avec des enfants issus d'autres cultures. Elle est particulièrement importante pour le traitement de la compréhension de textes avec les contenus desquels on est peu familier. Autre dimension, le langage. Je ne vous apprends rien. Vous savez comme moi que c'est un des critères les plus importants de différenciation sociale, à la fois du point de vue du lexique, de la syntaxe, des usages, mais aussi de la capacité à prendre du recul par rapport à ce qui est dit. En particulier, il y a des effets très importants des milieux sociaux. La phonologie, c'est une dimension qui est consécutive, en fait, la complexité, la prise en compte de la dimension phonologique par les élèves, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et cette dimension, elle est consécutive à la scolarisation, c'est-à-dire c'est par la scolarisation qu'on va amener les élèves à prendre conscience que la parole se segmente, que cette segmentation peut se faire à plusieurs niveaux, en syllabes, mais aussi en mots d'abord, en syllabes, en rimes pour certains cas, et en phonèmes. Il faut que vous sachiez, mais vous le savez déjà probablement, que la segmentation en phonèmes, elle est à la fois à la frontière de l'oral et de l'écrit, c'est-à-dire à la frontière du préscolaire et du scolaire, et en même temps, la notion de phonème, qui est celle que nous avons tous et que nous sommes capables de mobiliser, elle est en grande partie le produit de l'apprentissage de la lecture lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
penser qu'un élève de 5 ans, par exemple, soit capable systématiquement de procéder à une analyse d'un mot en phonème, table, te, a, b, le, etc. Non, ça, c'est le produit de l'apprentissage, de la lecture, et nos collègues bruxellois ont montré depuis longtemps que dans les cultures où l'apprentissage de l'écrit se fait dans des systèmes non alphabétiques, c'est-à-dire qui n'utilisent pas les lettres et les relations phonème-graphème, les adultes, c'est-à-dire les gens comme nous, très cultivés, ne savent pas procéder à une analyse en phonème. C'est-à-dire c'est vraiment l'apprentissage de la lecture qui va amener cet aboutissement de la prise de conscience des phonèmes et la capacité d'analyse phonologique. Autre dimension, la dimension visuelle. L'œil, vous le savez sans doute, ne parcourt pas de manière linéaire le texte. Il va de mot en mot, presque tous les mots, sauf les plus brefs, et c'est un parcours au cours duquel l'œil va apprendre, puisque c'est un apprentissage, à se poser de manière privilégiée à certaines positions des mots. C'est là que cette fixation sera optimale pour l'intégration. C'est un apprentissage qui s'effectue sans qu'on le sache, mais très vite, sauf pour les enfants qui ont des troubles, souvent de type dyspraxique. Voilà une dimension qui fait l'objet de différences interindividuelles relativement rares, mais qui sont extrêmement importantes pour l'apprentissage. Souvent, on confond ces enfants avec des dyslexiques, alors qu'il ne s'agit pas du tout du même trouble. Enfin, dimension motrice, elle vaut pour les mouvements oculaires, la dimension motrice, mais elle vaut surtout pour la pratique de l'écriture. Cette pratique de l'écriture est incroyablement difficile, qu'il s'agisse de l'écriture cursive ou de l'écriture script. Elle met des années d'abord à s'acquérir, ensuite à s'automatiser. Et de manière très claire, à travers les travaux qui ont été conduits au fil des 2 ou 3 dernières décennies, il faut attendre à peu près l'âge de 14 ans pour avoir un niveau d'automaticité de l'écriture qui soit celui que nous avons ici. Et avec des différences interindividuelles extrêmement importantes. Sachez que sous des allures de nouvelles scientifiques un peu générales, ceci est très important, par exemple, sur le fait qu'une écriture lente, laborieuse, va hypothéquer la possibilité de produire des textes de bonne qualité. Vous voyez, ce n'est pas simplement l'écriture qui est problématique, c'est que mobiliser l'écriture, c'est mobiliser de l'attention sur l'écriture, et que cette attention mobilisée sur l'écriture va en quelque sorte hypothéquer l'attention qu'on pourrait porter à d'autres dimensions. Je reviendrai sur ce point. Voilà. Ces dimensions, je vais les reprendre en partie pour préciser certains points. Et d'abord, les tout débuts de l'apprentissage, le principe alphabétique, c'est-à-dire le fait que l'écrit dans nos cultures qui utilisent des alphabets traduit la parole et non pas le sens, en tout cas pas directement, et conséquence, la phonographie. Alors, juste un rappel, on n'a pas le temps d'aller regarder les Phéniciens, la Mésopotamie, la Grèce et puis Rome, non, mais quelque chose de très simple et qui permet de comprendre comment tout ça s'enchaîne. C'est au tout début, quand on regarde ce qui s'est passé en Égypte, par exemple, ou en Chine, on a essayé de traduire directement les concepts avec de l'écrit. Et ce sont essentiellement les financiers qui faisaient ça. Surtout en Égypte, vous regardez les comptes. C'est-à-dire c'était plus la numération que la lecture, pour des raisons de gouvernement. Donc on a essayé d'établir une relation directe, que vous voyez ici, entre des concepts et des codes écrits. Et puis, on est très vite arrivé à un problème qui est celui de la distinctivité. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout? C'est parce que le nombre de concepts à traduire est il est infini, et les possibilités de discrimination fondamentales en lecture. Qu'est-ce qui est important en lecture? C'est ne pas confondre.
ne pas confondre une lettre avec une autre, un mot avec un autre, un propos avec un autre. Et pour que cette discrimination soit possible, eh bien, on n'arrivait pas à trouver suffisamment de signes distinctifs pour parler comme les linguistes. Et donc, peu à peu, au lieu d'établir une relation directe entre concept et code écrit, on a transité, ce sont les Phéniciens qui ont eu cette idée absolument géniale, une idée qui apparemment n'a été inventée qu'une fois, c'est ne transcrire non pas directement le sens, mais transcrire la parole. Donc, cette flèche rouge, elle est rouge, violette, que vous voyez, et qui relie les concepts au code oral. Cette relation, elle est spontanée en quelque sorte. C'est la capacité biologique des êtres humains à l'établir qui fait qu'on peut s'appuyer dessus. Et c'est donc posé, c'est ce qui apparaît en gras, le problème du passage du code oral au code écrit. Ce passage, il a d'abord été mis en place par les Phéniciens. Les Grecs ont repiqué ce qu'avaient fait les Phéniciens, les Romains ont repiqué ce qu'avaient fait les Grecs, et nous, évidemment, on a repiqué les choses un peu plus tard, un peu plus mal, parce qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes phonèmes. Peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il y avait des possibilités différentes de passage du code oral au code écrit. Par exemple, il y a des systèmes syllabiques. Ah, si seulement on avait un système syllabique. Ce serait le rêve, puisque les syllabes en français sont très bien segmentables. Sauf qu'on a 3000 syllabes, il paraît que c'est trop pour avoir un système qui permette une discrimination écrite. La même raison que celle que j'évoquais. Mais il y a des cultures qui ont établi des systèmes syllabiques. Au Japon, il y a un système qui est en partie syllabique, par exemple. Nous, peu à peu, nous avons abouti, nous, c'est pratiquement toute cette culture occidentale, nous avons abouti à des phonèmes et des graphèmes, avec toute une histoire parce que quand on a commencé à travailler sur le français, au fil du temps, on n'a pas créé de nouvelles lettres. On aurait pu. Il y a des cultures dans lesquelles il y a plus de lettres que chez nous. Prenez l'exemple de la Suède, des pays nordiques, où vous avez des lettres qui existent, qui n'ont pas d'équivalent chez nous. Nous, pour des raisons bizarres, pour l'inspiration par le latin, etc., au lieu de créer des lettres, nous avons regroupé des lettres, AN pour an, OIN pour ouin, etc., etc. Le problème, ce n'est pas tellement en lecture. Hein. Alors c'est vrai qu'on a plus de phonèmes à traduire que de lettres disponibles. Donc on a fait des regroupements. Au fil de l'histoire, en s'inspirant beaucoup du latin, du grec, de l'anglais, de l'allemand, un peu tout, quoi. On est, enfin en tout cas en France, le produit des invasions successives. Ici, peut-être moins, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sûrement, quand même un peu. Et on a abouti à un résultat qui est absolument fondamental pour nous tous ici, c'est que malgré ces agglomérations de lettres, l'apprentissage du français en lecture est plutôt facile. Pourquoi? Parce que EAU, c'est très compliqué, mais ça se lit toujours de la même façon. Et donc, dans le sens de la lecture, on dit que le français est plutôt consistant. Voilà. Finalement, pas très éloigné de l'italien, pas très éloigné de l'espagnol, pas très éloigné de l'allemand, mais très éloigné de l'anglais, par exemple, qui est extrêmement compliqué du point de vue de la lecture. Et ça a eu des conséquences que je n'ai pas le temps d'évoquer ici. En revanche, quand on est dans le système français, ce qui est compliqué, c'est la réciproque. C'est passer de l'oral à l'écrit. C'est transcrire. Au fond, la consistance est très faible. Elle est aussi faible qu'en anglais. Autrement dit, nous avons un système très particulier qui est plutôt facile pour l'apprentissage de la lecture et très difficile pour l'apprentissage de la production, de l'écriture. Ce n'est pas vraiment l'écriture, c'est la transcription en fait. Et donc, ceci doit appeler notre attention sur un point, c'est que
le rôle de l'écriture pour l'apprentissage de l'écrit en français est sans doute beaucoup plus important que le rôle de ce même écrit pour l'italien, pour le finnois et pour d'autres systèmes. Vous voyez, ceci justifiera des points sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. On a une asymétrie, et cette asymétrie, eh bien, si pendant longtemps on a pu s'en passer parce que culturellement on pensait que l'essentiel était l'enseignement de la lecture, aujourd'hui où l'écriture, la rédaction sur écran, sur clavier, etc. devient si importante, il faut s'interroger sur le fait de pratiquer l'écriture sans doute très précocement et d'essayer de lui consacrer un peu plus de temps qu'on ne l'a fait jusqu'alors. Voilà. Donc, essayons de nous mettre maintenant à l'arrivée à l'école. Alors, je sais bien qu'il y a des enfants qui entrent à l'école élémentaire en sachant lire et écrire. Tant mieux pour eux. Voilà, donc ils vont s'ennuyer la première année. Mais pour la plupart des enfants, l'arrivée à l'école, c'est connaissent quelques lettres, en général celles de leur prénom, et on a pu montrer que c'était utile qu'ils connaissent ces lettres-là. On a pu montrer qu'en s'appuyant sur ces lettres-là, on facilitait l'apprentissage ultérieur de la lecture et de l'écriture. L'enfant n'a souvent pas découvert, parce que c'est plutôt difficile pour lui de découvrir que ce qui est transcrit, c'est la parole et pas directement le sens. Donc il doit le découvrir, parce que cette découverte est à la base de la pratique qui consiste à faire segmenter les mots. Pourquoi faire segmenter les mots, alors, si on transcrivait simplement les concepts? Et par ailleurs, à son arrivée à l'école, ce même enfant a souvent un lexique assez limité, une syntaxe qui est la syntaxe de l'oral, bref, un certain nombre de, comment je dirais, de pratiques de l'oral qui ne sont pas tout à fait en phase avec ce que va requérir l'écrit. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement qu'il y a un nouvel apprentissage qui va devoir se faire en termes de lexique et aussi en termes de syntaxe. Et puis, je vais revenir sur ce point, l'une des caractéristiques des enfants qui arrivent à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, peu importe, c'est leur capacité d'attention et leur capacité de mémoire à court terme, c'est-à-dire le fait de se souvenir de ce qu'on vient de faire, est très limitée et qu'elle va s'accroître en fonction du temps par la maturation et aussi par un mécanisme que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, par l'acculturation. C'est-à-dire plus on connaît de choses sur un domaine et plus ce n'est pas la capacité qui bouge, c'est le moyen de traiter les contenus en mémoire immédiate pendant un certain temps. Alors que va faire l'école pour affronter ces situations? Et en fait, l'école a choisi depuis longtemps une démarche qui est à la fois sans doute la seule viable et en même temps problématique. Elle ne peut pas tout traiter en même temps, donc elle va décomposer. Elle va décomposer et elle va chercher à la fois le travail sur des points d'apprentissage et l'intégration de ces acquis dans un ensemble plus vaste. 2 mouvements, apprendre des choses ponctuelles et intégrer ces choses ponctuelles dans des traitements plus larges. Par exemple, apprendre les lettres, mais les intégrer dans des mots. Apprendre les mots et les intégrer dans des phrases. Apprendre des phrases et les intégrer dans des textes. Ce double mouvement est nécessaire. Il est nécessaire pédagogiquement, il est nécessaire surtout pour les apprentissages. Si on ne fait que le ponctuel, on perd de vue l'ensemble. Si on ne fait que l'ensemble, les apprentissages locaux, limités, ne vont pas s'effectuer. Donc, pour ça, l'école organise une programmation. Et, alors, je ne sais pas si 2P, c'est correct. Hein. Je ne comprends pas, là. Mais en tout cas, je vais le dire en termes d'âge. On organise une programmation avec l'idée que en 2e année primaire, alors je ne sais pas, c'est 7 ans. Ça va, 7 ans? Ça va, 7 ans. 4e, voilà, je me trompe, je suis en base, ce n'est pas la même base mathématique. Voilà. Donc en 4e primaire, je me suis trompé un peu,
si on veut attendre une capacité de lire et de produire les mots de manière relativement fluide, il faut passer par cette programmation. Et cette programmation, je vais y revenir. Il faut aussi augmenter le lexique. Et il faut aussi, dans le même temps, je vais revenir sur ce point, ne pas surtout laisser la compréhension, parce que la compréhension, elle est bien plus avancée et elle continue à se développer. Et on ne peut pas laisser penser aux enfants qu'on s'attache au code et pendant ce temps-là, la compréhension n'a pas d'importance. Ce serait un contresens pour nous, mais c'est surtout un risque de contresens pour eux. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour décomposer? Comment est-ce qu'on a fait pour chercher les conditions optimales? Au fond, le matériel d'enseignement qui vous est proposé aujourd'hui, c'est le produit à la fois de praticiens experts, d'un travail important d'expertise, mais c'est aussi le résultat d'un travail de recherche sous-jacent qui a été conduit depuis une trentaine ou quarantaine d'années. Ce travail a consisté à suivre des enfants pendant plusieurs années, d'abord des enfants en difficulté, puis des enfants tout venant, en cherchant ce qui, dans les apprentissages, disons à 4 ans, 5 ans, pouvait servir de soubassement nécessaire pour un apprentissage réussi de la lecture et de l'écriture à 6-7 ans. Vous voyez, ça s'appelle des études longitudinales. Il y en a eu beaucoup, il y a maintenant des synthèses, et au fond, ce qu'on peut dire, c'est que ces synthèses font l'objet d'un très large consensus, en tout cas pour tous les systèmes alphabétiques. Ces synthèses aboutissent à dire qu'il y a quelques points essentiels, ce qu'on appelle la conscience phonologique, on va parler français, c'est la capacité de segmenter la langue orale en petits morceaux, de la syllabe jusqu'au phonème. Ça, c'est un déterminant fort et c'est lié à la prise de conscience que l'écrit transcrit la parole et non pas le sens. La connaissance des lettres, je vais y revenir parce que c'est un point qui soulève quelques questions. La dénomination rapide, le fait d'associer rapidement des lettres avec leur forme sonore. Alors, la dénomination rapide, ce n'est pas tout à fait ça, mais aujourd'hui, ça nous suffit. Et puis, le vocabulaire oral qui va jouer un rôle à deux moments, au moment de l'apprentissage du code, et puis 2 ans plus tard, en 5e, voilà, je vais y arriver, en temps réel en plus, en 5e, là où la compréhension va devenir beaucoup plus possible en quelque sorte, et les enfants vont parvenir à intégrer le code et puis leur savoir antérieur. Avant, ils y arrivent, mais seulement si on les aide. Et donc pour ça, on a mis au point des outils qui veillent à faciliter, apprendre la lecture de mots, la lecture de pseudo-mots, même si ça peut choquer, c'est pratiquer et pratiquer un système pour essayer d'en avoir une capacité de traitement capable d'affronter toutes les situations à venir. Et puis aussi, et je l'ai ajouté, l'écriture de mots, l'écriture de pseudo-mots. Savoir transcrire ce qu'on entend, même si cette transcription est non standard. Ce n'est pas ce qu'on attend au début. Ce qu'on attend, c'est l'apprentissage des relations phonème-graphème. Donc en 3e et 4e année, ce qu'on attend, c'est non pas une orthographe standard, c'est la capacité pour les enfants à mener à bien des va-et-vient continuels entre j'ai des lettres et je sonorise, lecture à haute voix, ou bien j'ai des idées à transcrire, il y a des mots qui me viennent et ces mots, je vais les transcrire. Dussé-je les transcrire simplement de manière phonologiquement plausible. Voilà, je vous donne un exemple, j'en donnerai pas beaucoup. Vous voyez ici, on a un certain nombre de points de mesure, 1, 2, 3, 4, qui sont effectués entre 5 ans et 7 ans. On a les connaissances des lettres en bleu continu, très bonne connaissance des lettres, et en pointillé, beaucoup moins bonne connaissance. Et vous voyez que ceux qui connaissent le mieux les lettres sont aussi ceux
qui vont apprendre la lecture de mots plus facilement que les autres. Autrement dit, c'est un des déterminants, ça n'est pas le seul, je n'ai jamais dit ça et je ne le dirai pas, mais c'est un élément, c'est un peu comme les briques pour une maison. Il faut des briques et c'en est une. Alors, je résume, on fait ce qu'on a fait dans ces moyens d'enseignement, on va apprendre le système orthographique en même temps. Par exemple, on a mis des lettres en grisé parce qu'elles existent, mais qu'elles ne sont pas impliquées, par exemple, dans la lecture à haute voix. Voilà une façon, j'espère qu'elle sera efficace, d'avoir un apprentissage implicite de la forme orthographique, alors même que pour la graphophonologie, c'est-à-dire pour la lecture, eh bien, les choses pourront être installées et prononcées. Alors, on cherche à ce que la reconnaissance des mots soit la plus efficace et la plus rapide possible. Ça, c'est l'objectif de la 5e année. Hein? En 5e année, on va chercher à obtenir ça, et pour certains, il faudra continuer la lecture à haute voix pour que ça s'installe. Pour d'autres, on pourra déjà passer à la lecture silencieuse. Et ce sera toujours vrai. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des enfants, des élèves pour lesquels certains types de pratiques pourront et devront être continués, alors que pour d'autres, on pourra aller plus vite. Ce sont ça, les différences interindividuelles. Je précise que pour l'apprentissage de l'orthographe en production, il faudra forcément passer par un apprentissage explicite. C'est-à-dire l'apprentissage de l'orthographe simplement par le biais du décodage, comme on peut le faire en italien, en espagnol, en français, ça n'est pas possible. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Enfin, il y a toute une série de corrélats cérébraux sur lesquels je n'interviendrai pas aujourd'hui. J'aurais pu le faire, mais c'est autre chose. Alors, tout ceci va nous amener à des apprentissages, et ces apprentissages doivent être consolidés. Qu'est-ce que ça veut dire, consolider un apprentissage? Ça signifie qu'au moment où vous enseignez, vous veillez à ce qu'un apprentissage se réalise. On pourrait vous montrer qu'au plan cérébral, cet apprentissage est temporaire et que si vous vous arrêtez là, ou si on s'arrête là, il n'y aura pas de consolidation et donc le lendemain, vous allez devoir reconstruire. Pour que l'apprentissage soit stable, efficace, il faut qu'il y ait une consolidation. Le sommeil y contribue. Quand on a fait la sieste pendant 10 minutes, on se souvient mieux d'un certain nombre d'informations. On pourrait essayer tout à l'heure, si vous voulez. Et on a essayé avec des nouveau-nés, on a essayé à la maternelle, c'est tout à fait jouable. Mais il y a autre chose. La consolidation, elle s'alimente aussi de la répétition, du fait de revenir, d'intégrer dans d'autres activités. Et le petit cahier d'exercices qui a été conçu dans ce moyen d'enseignement, c'est un outil qui pourrait et devrait être utilisé à cette fin. En effet, son objectif, c'est de mettre à la disposition des parents non pas un outil d'enseignement. L'enseignement, c'est le travail des enseignants. C'est un outil, d'abord, qui permet de voir où en sont les élèves. C'est aussi un outil d'accompagnement familial et c'est surtout un moyen pour les parents, pendant 2-3 minutes le soir, avant la bise et l'extinction des feux, c'est un moyen de faire reprendre certains acquis. Et probablement que ça vaudrait la peine d'évaluer ces pratiques, de regarder leur efficacité, regarder aussi comment on peut, en quelque sorte, favoriser cette consolidation. Ça n'est pas du tout un hasard si on a un cahier d'exercice, ça n'est pas du tout un hasard si on a choisi le mieux possible ces exercices, c'est parce que l'objectif, c'est d'assurer une consolidation par rapport à des apprentissages qui sont réalisés en classe. Le problème, c'est que la compréhension, c'est une activité qui commence à 18 mois, peut-être même avant d'ailleurs. On ne sait pas très bien. Et puis elle va se poursuivre toute la vie. Et donc,
on ne va pas interrompre la compréhension pendant 6 mois ou pendant 1 an, alors qu'on enseigne le décodage. Enfin, vous voyez, ce serait une aberration. Et donc, le problème, l'un des problèmes clés de l'enseignement en 3e primaire, vous savez que ça s'appelle une double tâche, ce que je suis en train de faire. Voilà. Et ça dégrade beaucoup les activités normalement. Donc, en 3e année, le problème va être pour les enseignants à la fois d'enseigner le décodage, d'obtenir que les élèves le pratiquent et en même temps ne pas laisser perdre le fil de la compréhension. Ce qui veut dire qu'il va falloir poursuivre des activités sur la compréhension et chercher autre chose qui est, je passe tout de suite à ça et je vais revenir, chercher l'intégration des deux. Vous voyez, ce petit schéma, il est très simple, mais il est très important pour vous. Il montre quoi? Il montre qu'à 3, 4, 5 ans, c'est-à-dire avant cette phase d'apprentissage de la 3e année, évidemment, la compréhension se développe et elle doit être travaillée par des outils spécifiques et sur l'oral. Et puis, à partir de 8-9 ans, la compréhension va s'effectuer sur l'écrit lui-même, avec des variations interindividuelles très fortes. Pour certains enfants, ce sera 9 ans, pour d'autres, ce sera déjà 7 ans. Et puis, il y a ce qui est cerclé de rouge, cette période checkpoint, c'est il va falloir tenir les deux bouts du travail. Il va falloir à la fois focaliser sur l'apprentissage du code et en même temps intégrer cet apprentissage dans une démarche de compréhension. Alors, c'est pour ça que vous avez des exercices dans lesquels, j'ai pris quelques extraits, vous avez des lettres, puis ces lettres, elles sont combinées pour faire des syllabes, y compris des syllabes qui n'existent pas, ça n'a aucune importance. Le problème, c'est l'apprentissage d'une procédure. Puis, on intègre ces syllabes dans des mots, et puis ces mots dans des petites phrases. C'est-à-dire qu'on cherche à ce que pour l'enfant, il n'y ait pas de rupture entre l'apprentissage du code et la pratique de la compréhension. Vous voyez, j'ai employé 2 mots différents. L'apprentissage du code et la pratique de la compréhension. Je ne parle pas d'apprentissage de la compréhension, là. Ce n'est pas le moment. On ne peut pas faire les 2 choses à la fois, ce qui m'amène à revenir ici. Vous voyez, ça, c'est l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez ici une sorte d'image simplifiée, caricaturale, mais utile, de ce qu'est le développement des capacités de traitement immédiat. Voilà. À la fois de la mémoire et de l'attention. Cette capacité, elle est limitée, très limitée à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Les enfants, par exemple, si vous leur parlez vite, alors vous allez penser qu'ils ne vous écoutent pas, qu'ils ne font pas attention. Non, non, c'est qu'en leur parlant vite, vous ne leur laissez pas le temps d'intégrer. Et même, ils ne sont pas capables de répéter. Donc, si vous voulez, c'est le fait que leur mémoire elle-même est limitée, leur capacité d'attention aussi, il faut leur parler lentement. Voilà, c'est tout. Et cette capacité va s'accroître sous l'effet de la maturation, essentiellement. Il y aurait d'autres points à signaler, mais on n'a pas le temps ce soir. Donc, si cette capacité d'attention et de mémoire, elle va devoir être partagée entre 2 activités. L'activité de traitement du code, parce qu'on est en apprentissage et que c'est très coûteux, c'est très fatigant. Et d'ailleurs, au bout de 15 minutes, vos élèves sont fatigués. Voilà. Et c'est normal, vous le seriez aussi. Imaginez qu'on vous fasse apprendre le chinois, vous verriez. Et, eh bien oui, si vous voulez, toute proportion gardée, c'est comme ça. Et donc, il est très difficile chez les plus jeunes et au tout début de l'apprentissage de gérer en même temps l'activité de traitement du code qui est focalisée à un certain moment et la compréhension. Donc il faut des adaptations dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui seraient possibles. Par exemple, avoir une grande partie de l'information donnée à l'oral et n'avoir qu'une toute petite partie à l'écrit, avec des mots qui peuvent être plus ou moins vus précédemment. Enfin, il y a des aménagements possibles. Et évidemment, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'âge, jusqu'à la fin de l'école élémentaire, on va avoir un double mouvement.
la maturation qui va permettre un accroissement de cette capacité, plus les connaissances qui vont devenir de moins en moins coûteuses. Vous voyez, ce que représente le haut du déchiffrage, c'est que la part d'attention qui va lui être dévolue pourra être de moins en moins importante. Si on avait le temps, je vous aurais expliqué que ceci peut être utilisé didactiquement et que, par exemple, quand vous donnez à lire un texte, alors ce n'est pas vrai pour les troisième années, mais quand on est en 3, 6 ou 7e année, et qu'on donne des textes sur des connaissances que les élèves n'ont pas, on remet tout le monde à zéro. Vous voyez ? Et on peut très bien se retrouver avec des niveaux de texte, je ne vais pas y arriver, à des niveaux de texte qui vont impliquer tellement de difficultés de déchiffrage que l'activité de compréhension va en souffrir. Lisez certaines revues scientifiques, vous verrez que ce n'est pas totalement faux ce que je vous raconte. Et donc, on peut résumer l'évolution de cette manière-là. Vous avez le moment où on assure l'enseignement explicite du code, il va s'appuyer sur la connaissance des lettres et la conscience phonologique, pas seulement, mais prioritairement. Et puis, alors qu'il va s'appuyer sur un lexique qui est d'abord phonologique, et vous voyez, ce lexique phonologique va donner un lexique orthographique, et peu à peu, ce lexique orthographique va faire découvrir des mots nouveaux qui vont enrichir le lexique phonologique. Vous voyez, ce n'est pas du tout quelque chose de linéaire avec les choses qui se déroulent toujours de la même façon. Non, c'est infiniment plus compliqué que ça. Et pour la compréhension, vous allez avoir un passage de la compréhension en audition qui est déjà très développé et qui peut être développé en première et deuxième année et qui devra continuer à être développé parce que la compréhension à l'écrit, elle pose des problèmes spécifiques avec les connecteurs, avec toute une série de marques qui ont été étudiées. Voilà, vous voyez, c'est à la fois bien plus compliqué, mais bien plus riche. Je termine. J'ai dit au tout début que aujourd'hui, dans la culture qui est la nôtre, il est impensable de se dire qu'on enseigne la lecture et la lecture seule. On enseigne l'écrit, avec son versant écriture. Le problème alors, pourquoi enseigner l'écrit ? Alors, pour le français, j'ai déjà en partie répondu. C'est parce que nous avons un système dans lequel la production écrite pose beaucoup plus de problèmes que la lecture. Et donc, il faut travailler ça, bien sûr. Plus ou moins tôt, plus ou moins vite, mais en tout cas, probablement plus intensément qu'on ne l'a fait jusqu'alors. Mais il y a une autre raison, c'est que les neurosciences, de temps en temps, nous apprennent quelque chose. C'est un peu... J'aurais pu m'en passer de celle-là. Mais bon, il faut bien se faire plaisir un peu de temps en temps. Les neurosciences ont montré assez récemment, comme vous pouvez le deviner plus ou moins avec le schéma qui est au tableau, enfin sur la diapositive, que quand on pratique la lecture chez des adultes comme nous, quand on pratique la lecture, les centres de l'écriture sont activés. Et quand on pratique l'écriture, les centres de la lecture sont activés. Autrement dit, on n'a pas affaire à des gens qui savent lire, mais qui ne savent pas écrire, ou à des gens qui savent écrire, mais qui ne savent pas lire. Ça, on a dû l'avoir au Moyen-Âge. Mais depuis, on a un peu passé. Voilà, alors je vous ai amené, je vous les montre juste comme ça. Voilà, par exemple, la reconnaissance visuelle à 3-4 ans des lettres ne pose pas de problème. Vous voyez au passage, enfin vous n'aurez pas le temps de voir, que les lettres du nom sont toujours favorisées, c'est ce que je vous disais. Cet apprentissage ne pose pas de gros problèmes, ce n'est pas la reconnaissance des lettres qui est problématique. Ceci est un travail facile, je crois qu'il a été publié en français, donc on peut facilement se... Et je vous ai apporté ceci, qui répond à une question qui m'a été posée ce matin, alors je sais que vous n'étiez pas là, mais je réponds quand même à la question que vous vous posez depuis un moment, c'est il est possible d'utiliser certaines configurations, donc connaître les lettres, c'est connaître à la fois leur nom et leur son. Le problème, c'est que le son des lettres, c'est bien plus compliqué à faire conscientiser. Et donc pour ça,
on peut penser qu'il y a des lettres privilégiées, par exemple les lettres consonnes plus voyelles, qui permettent un apprentissage plus facile du son des lettres, alors que les lettres V plus C, comme F, comme L, posent un peu plus de problèmes. Donc on peut construire des progressions, vous voyez, en fonction de ce genre de considération. Voilà, ça c'est toute la difficulté d'écriture. C'est redondant avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que l'écriture demande des années avant d'être automatisée. Sa gestion est d'abord très coûteuse en attention, et puis son coût diminue, et à un certain moment, elle devient sans doute très efficace pour l'apprentissage de l'orthographe des mots, et sans doute beaucoup plus efficace que la simple lecture ou le décodage. Voilà, ça c'est simplement la même illustration, mais en production, le coût du graphisme si on fait produire un texte. Voilà. Je termine. Voilà, je vous laisse lire puisque vous savez lire. Hein? L'enfant ne dispose initialement, parce qu'on le lui enseigne comme ça, bien sûr, que d'une seule voix, la voix des associations phonème-graphème. Il va acquérir très vite, au fur et à mesure qu'il va pratiquer, des mots qu'il va mémoriser et qu'il va commencer à reconnaître de plus en plus vite, en les prononçant de plus en plus vite aussi. Alors il y a le problème en français d'avoir des tas de lettres muettes, et ça va supposer un enseignement, une instruction spécifique. Ça ne s'apprendra pas simplement par le simple décodage, d'où le caractère spécifique de l'apprentissage de l'écrit. Et puis, il va continuer à acquérir du vocabulaire, etc. Et il peut produire des textes aussi sous dictée ou sous dictée partielle. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Voilà, je termine. Le problème est bien plus complexe que ce qu'on pourrait penser, ça vous le saviez. On a plusieurs composantes. Ces composantes donnent lieu à des rythmes d'apprentissage différents et à des difficultés différentes avec des différences interindividuelles et parfois à des troubles. Donc, l'espoir d'un sujet épistémique qui se déroulerait ou dans lequel les apprentissages s'effectueraient toujours de la même façon et de manière linéaire, il faut abandonner ça, c'est plus compliqué. Le problème de l'apprentissage, c'est qu'on va avoir des coûts qui vont s'ajouter à chaque nouvelle composante. Donc, si vous faites rédiger un texte, vous aurez le coût des idées, le coût du lexique, puis le coût de l'écriture, et ça finit par faire beaucoup, au moins chez les plus petits. Donc, il faut trouver des moyens didactiques. On en parlera peut-être un jour. Voilà. L'un des problèmes essentiels, je l'ai signalé au tout début, et j'en termine là, c'est qu'il faut tenir deux bouts, toujours. Un bout qui est un apprentissage localisé très pointilliste, et en même temps une intégration des apprentissages dans une démarche plus générale qui est à la fois une démarche de compréhension et une démarche de production. D'où l'idée d'essayer de mener de front lecture-compréhension et production écrite. Je vous remercie, je suis désolé d'avoir un peu dépassé. Merci beaucoup.